En 1955, le NEDU, unité expérimentale de l'US Navy, lance un vaste programme de calcul dans le but de produire de nouvelles tables de décompression. La première phase concerne les plongées isolées, mais la seconde vise à établir des règles de décompression pour les plongées successives. L'officier Dwyer choisit de remplir artificiellement tous les compartiments jusqu'à leur limite de sursaturation critique à la fin de la première plongée. Il utilise ensuite l'équation de Haldane pour calculer la pression d'azote encore présente dans chacun de ces compartiments à la fin de l'intervalle de surface. Il choisit 14 intervalles de surface différents, allant de 0 à 720 minutes. Une table distincte est calculée pour chaque intervalle. La table 720 minutes correspond à un intervalle de surface de 12 heures, au bout duquel tous les compartiments sont complètement désaturés. Cette table est prévue pour les plongées isolées. Dwyer recommande de la valider expérimentalement en priorité afin de pouvoir modifier les paramètres si des accidents étaient constatés. L'ingénieur en chef Desgranges se charge de cette validation dès 1956. Le nombre élevé d'accidents de décompression lors de la première série de tests contraint Desgranges à modifier les seuils de sursaturation, à recalculer une table et à relancer une nouvelle campagne d'expérimentation. La table 720 minutes est finalement validée. La phase suivante consiste à tester les tables prévues pour les intervalles inférieurs à 12 heures. Devant l'ampleur de la tâche et conscient de la complexité des procédures à mettre en place, Desgranges décide de ne pas tester les 13 autres tables calculées par Dwyer et ses équipes. Cette période de l'après-guerre est propice aux échanges entre alliés. La marine française a transmis un exemplaire de la version anglaise du manuel de plongée du Gers, publié sous le titre The Complete Manual of Freediving. L'ouvrage inclut une version anglaise de la règle cartonnée pour les plongées successives, sur laquelle les profondeurs sont indiquées en pied. L'US Navy va reprendre à la lettre près la procédure française. À la place de la règle cartonnée, Desgranges choisit une présentation plus classique, sous forme de table, semblable à celle habituellement présentée dans le manuel de plongée de l'US Navy. Le coefficient C est renommé Repetitive Group et reviendra de l'autre côté de l'Atlantique comme groupe de plongée successive. Plutôt que des valeurs chiffrées, ces groupes de pression sont représentés par des lettres de l'alphabet. Les chefs d'opération de l'US Navy peuvent déterminer la décompression d'une seconde exposition en 3 étapes. La première consiste à relever dans la table standard la lettre représentant la pression d'azote calculée pour le compartiment 120 à la fin de la première plongée. Une seconde table permet de connaître la pression résiduelle d'azote à la fin de l'intervalle de surface. La majoration en minutes est déterminée ensuite en fonction de la profondeur de la plongée successive à l'aide d'un troisième tableau. Ce protocole va être rapidement et régulièrement critiqué, principalement parce que le NEDU ne reporte qu'une 60aine de plongées expérimentales qui comportent une plongée successive. Les Britanniques préfèrent conserver la méthode proposée par Haldane, mais la plupart des marines capables de déployer des plongeurs d'armes appliquent la nouvelle procédure de l'US Navy. Lorsqu'il publie les tables de décompression ZHL-12, Albert Buhlmann reprend, pour les plongées successives, la même méthode que celle développée par la marine française et reprise par l'US Navy. Dans son ouvrage sur la décompression, publié en 1984, il ne donne que très peu de détails sur les plongées répétitives. Il estime que dans le cas des plongeurs professionnels, ou pour des plongées successives sur plusieurs jours, utiliser pour le compartiment le plus long une période de 240 minutes est insuffisant. Dans un autre chapitre, il affirme qu'un temps supplémentaire doit être ajouté au temps de plongée réel, mais ne donne aucune autre indication. Les tables ZHL-12 comportent bien une colonne indiquant le groupe de plongées successives. Buhlmann publie, comme ses confrères d'outre-Atlantique, 2 tableaux. Le premier permet de déterminer l'azote résiduel à la fin de l'intervalle de surface. Le second, la majoration devant être appliquée en fonction de la profondeur de la seconde plongée. La version ZHL-16, publiée en 1986, n'est pas plus détaillée sur le sujet. Buhlmann utilise toujours la méthode consistant à augmenter artificiellement le temps de la seconde plongée. Mais au fil des éditions, des informations intéressantes viennent compléter la version originale. Nous apprenons que les tests orientés spécifiquement sur les plongées successives
et réalisés entre 1986 et 1988, ont porté sur 9 séries et ont concerné 166 volontaires. La validation expérimentale est sensiblement plus large que celle des tables US Navy. Lors d'un colloque organisé par la société savante américaine UHMS en 1994, Buhlmann s'exprime notamment sur les plongées successives. Il constate que les statistiques émanant de plusieurs organismes indépendants confirment un risque plus élevé pour ce genre de pratique. L'émergence de la plongée loisir entraîne de nouvelles formes de pratiques. Les plongées successives, voire répétitives, se généralisent et deviennent de plus en plus fréquentes. L'inventeur de la détection de bulles par ultrasons, Merrill Spencer, émet l'idée que l'emploi du compartiment 120 pour calculer la désaturation d'une plongée successive est probablement excessif dans le cas des plongées courtes et peu profondes réalisées par les plongeurs loisirs. Cette procédure est pleinement justifiée pour les immersions longues et profondes pratiquées par les scaphandriers ou les plongeurs de l'US Navy. Mais dans le domaine du loisir, un compartiment plus court serait peut-être plus adapté. Le défi consiste à démontrer que pour des plongées sans palier de décompression obligatoire, un compartiment de période inférieure à 120 minutes peut être utilisé sans risque pour calculer la majoration d'une plongée successive. Pour relever ce challenge, quelques illustres spécialistes de la décompression joignent leurs efforts et forment la Diving Science and Technology Corporation en 1986. L'objectif est de calculer et valider de nouvelles tables de décompression spécifiquement orientées vers une pratique de loisir et autorisant plusieurs immersions par jour pendant plusieurs jours consécutifs. Les expérimentations prévues pour valider les calculs sont programmées en 2 phases. Les tests sont réalisés principalement en chambre hyperbare. La durée des expositions est toujours identique à la limite sans décompression obligatoire obtenue par calcul. Tous les sujets sont soumis à un examen par ultrason permettant de déterminer le niveau de bulles produites. La contribution du Dr Spencer est précieuse pour déterminer le grade de bulle, mais un enregistrement audio permet une seconde analyse afin d'éviter toute difficulté d'interprétation. Le compartiment de période 40 minutes, choisi au départ, est rapidement abandonné parce qu'il ne donne pas entière satisfaction pour une succession de plongées peu profondes mais longues. Tous les calculs sont réalisés en se basant sur le compartiment de période 60 minutes. La phase 1 débute dès avril 1987. 234 sujets, dont 73 femmes, sont concernés pour 19 séries de tests comportant entre 2 et 4 expositions, espacées de 23 à 84 minutes. Les plongées successives sont testées sur 474 expositions. 2 sujets présentent un niveau de bulle équivalent à un grade 3, 4 un grade 2 et 36 un grade 1. La phase 2 est initialement prévue pour simuler 6 plongées par jour pendant 6 jours. Elle débute en octobre 1988 avec seulement 4 sujets. Les niveaux de bulles sont sensiblement plus élevés que lors de la phase précédente, et l'expérience est stoppée après la seconde journée à cause d'un accident de décompression, heureusement sans gravité. Le programme est revu à la baisse et mobilise cette fois 20 volontaires, 8 femmes et 12 hommes, pour 4 plongées par jour, toujours pendant 6 jours, de novembre 1988 à avril 1989, sur un total de 1853 expositions. Des bulles sont détectées dans 187 cas. Au cours des tests, 15 niveaux de bulles correspondant à un grade 3 sont relevés, principalement lors des dernières journées. Les tables connues sous l'acronyme RDP sont validées et publiées par PADI en 2 versions. L'une classique, l'autre sous la forme d'une roue permettant de planifier la décompression de plongées successives multiniveaux. Même en étant limité aux plongées sans décompression obligatoire, l'étude du DESAT reste à ce jour la plus complète jamais réalisée sur les plongées successives.